à tous dans ce nouveau débrief. Moscou veut marquer son retour sur le continent africain de la tenue du premier sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Sochi. Vladimir Poutine entend pérenniser ce type de rendez-vous afin d'améliorer ses relations avec le continent. Il s'agira donc aujourd'hui de voir quel serait l'intérêt d'une telle collaboration pour l'Afrique et les enjeux sur le plan diplomatique et voire même économique. Pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec Mamadou Thior, journaliste. C'est un plaisir de toujours vous recevoir dans nos locaux. C'est toujours un plaisir d'être là, Aminata. Avec lui, le colonel Ousseynou Pouye, spécialiste des questions sécuritaires. Également un plaisir de toujours vous avoir parmi nous. Nous aussi, heureux d'être parmi vous. Alors, colonel Pouye, la Russie qui fait son retour en Afrique, qu'est-ce que cela vous inspire? Ça m'inspire beaucoup de choses, inspire à tout aussi beaucoup de choses. En fait, ce retour est un retour qui est très marqué. Marqué par quoi? Par la soudaineté de la reprise. Ça, c'est un. Par la durée de son absence réelle en Afrique. Bien que la Russie n'ait pas été absente en Afrique, il faut se remémorer le cas des pays non alignés et les petites... les secousses qui ont eu à germer dans certains pays, dans le corps de l'Afrique, au centre de l'Afrique, en Afrique aussi, dans le sud de l'Afrique, en savoir en fait les mois de libération. Donc la Russie a eu à jouer une partition. Et là, on parle de l'URSS, oui. Oui, ça veut dire que l'URSS ou la Russie, c'est pratiquement la même chose, dans la mesure où l'URSS a changé en Russie, mais sans avoir perdu géographiquement, réellement, de son aura, de sa surface, de sa superficie, de sa superbe. La Russie est restée, l'URSS. Ce qui a fondamentalement changé, c'est l'état d'esprit et le système d'ouverture qui est pratiqué maintenant par les Russes. Parce que la Russie a eu sa Coupe du Monde, tout comme la Chine a eu ses Jeux Olympiques. L'URSS aussi aurait eu sa Coupe du Monde, mais pas dans le même système, ni dans la même durée, ni dans le même état d'esprit. Beaucoup de choses ont changé entre-temps. Et ce changement est marqué dans les esprits, dans les faits, sur le terrain, aussi bien diplomatique, stratégique, que même culturel et social. Et vous, M. Thior? Oui, il faut dire que c'est un retour à la limite fracassant pour ce qu'on appelait jadis l'URSS, comme le disait mon colonel. Parce que, comme il a si bien dit, la Russie, quelque part, n'était pas partie de l'Afrique. Mais il y avait la réelle politique. Parce que quand le mur est tombé, et quand il n'y avait plus de bloc Est-Ouest, donc, les Russes devaient d'abord un peu reprendre leur superbe à l'intérieur de leurs frontières physiques. Parce que vous avez beaucoup de pays qui faisaient partie de l'Est, ont pris leur indépendance. Et que il fallait... peut-être rebâtir la grande Russie à l'intérieur avant d'aller à la reconquête d'un continent comme l'Afrique. Mais vous savez, quand on se rappelle, prenons le cas du Sénégal, beaucoup de nos élites, surtout, je prends le cas concret du regretté Amath Dansokho, ont été formés dans les pays de l'Est. Donc la Russie a formé beaucoup d'intellectuels sénégalais et qui sont très calés en termes de prospective et trucs. C'est des gens, quand vous prenez le cas d'Amath au plan politique, c'est des gens, ils ne sont pas majoritaires, mais qui ont une influence telle que c'était des faiseurs de roi. Et dans beaucoup de domaines, ils ont formé, moi j'en connais, même sur le plan africain. Des étudiants sur le plan africain. Je veux dire, je prends le cas du Sénégal, mais c'était ça, quoi. Ils ont formé beaucoup d'intellectuels africains qui sont revenus travailler dans leur pays pour essayer de sortir le pays du soulèvement. Malheureusement, à un certain moment, quand le mur est tombé, ils n'avaient plus les moyens de leur politique. Heureusement pour la Russie que le Messie, entre guillemets, Vladimir Poutine est arrivé, qui voit les choses en grand. Et le temps est opportun, peut-être on va y arriver tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, avec quelque part la mort du multilatéralisme proclamé par Donald Trump,
Donc Vladimir Poutine est là pour prendre le relais et affirmer la présence de son pays à nouveau sur le continent africain. Et là, en termes de retour fracassant, quand vous regardez le nombre de chefs d'État qui ont fait le déplacement, chefs d'État et de gouvernement, il y avait 47. Ça, par ailleurs, nous allons y revenir, mais vous avez un peu anticipé sur ma question. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Parce que c'est opportun. Mon colonel disait soudaineté. Moi, je ne pense pas que ça soit soudain. Je pense que c'est arrivé au bon moment. Je vais vous parler de la mort du multilatéralisme. Aujourd'hui, vous savez, en 2014, moi j'ai eu la chance d'avoir été invité au sommet États-Unis-Afrique, le premier sommet sous Barack Obama. Et donc c'était un peu ce que les Russes sont en train de faire, que les Américains ont voulu faire sous Barack Obama. Malheureusement, quand il est parti, il n'y a plus de suivi parce que celui qui est là, Donald Trump, ne s'occupe pas au-delà des frontières américaines. Donc ça, c'est pourquoi maintenant, parce que Vladimir Poutine, certainement, c'est que bon, comme les Américains sous Donald Trump ne s'intéressent pas à cette partie de l'Afrique, c'est le moment de plonger. Et aujourd'hui, ce qu'ils vont offrir en termes de nucléaire et autres, on va y développer ça tout à l'heure, nucléaire et sécurité. Je pense qu'il y a pas mal de choses que les Russes peuvent offrir à l'Afrique. À l'Afrique. Alors, colonel, comment expliquez-vous qu'autant de chefs d'État africains aient répondu présent à l'invitation du président russe? Moi, je suis porté à penser que, donc, comme on dit, personne ne voulait manquer à l'appel. Quand il y a l'appel des Diane, les gens se couchent. On parle de 43 chefs d'État qui sont venus personnellement et d'autres qui ont envoyé des délégations. C'est-à-dire que le niveau était un niveau appréciable et très, très, très haut. Et personne ne voulait manquer à l'appel. On peut retenir d'une façon très banale que c'est l'élément curiosité. Mais ce n'est pas l'élément curiosité. L'élément le plus important est que c'était en fait même opportun de répondre à cette invitation. Donc je retire le mot soudaineté et je retiens le mot opportunité. C'était une opportunité, une occasion de pouvoir être face à celui qui était absent ou celui qui était assez loin. Et ce face-à-face aura permis de se rappeler que souvent, effectivement, la Russie, l'URSS, a souvent et trop tenu ses promesses. Allons en Asie, ce qui s'est passé en Asie, du temps de Ho Chi Minh, de Diem, chaque fois qu'ils ont mis la main à la pâte, ça a été toute la main et même le bras. Un engagement volontaire et total. Et total. C'est vrai qu'on parle depuis totalitaire, mais cet engagement est un engagement total, franc et entier. Ce qui certainement a décidé le gouvernement africain à dire allons là où nous pourrons parler autant qu'on parle aux autres. Ils ont assez parlé effectivement à l'Occident. Ils ont parlé aux Amériques. Ils ont parlé à l'Amérique du Nord. Ils ont parlé aux pays du Sud, du Grand Sud comme l'Australie. Et ils n'ont jamais parlé à l'Est, le bloc soviétique. Et on s'est retrouvé à un moment donné avec la guerre de Bosnie à une espèce de dialogue qui a été extrêmement fructueux. Je crois que ce qui a sauvé la Bosnie du crash. On avait les Serbes, les Bosniaques, et on avait les Croates, les Slovènes et les autres, même les Ukrainiens. Mais la Russie a joué une partition agréable qui a permis à l'Europe centrale, à l'Europe de l'Est, à l'Occident, de s'entendre sur quelque chose qui est pérenne, qui est durable et solide. Et au vu de tout cela, j'aimerais bien, peut-être vous en avez un peu parlé, vous avez un peu brossé là-dessus, mais les téléspectateurs aimeraient bien savoir quelles étaient jadis les relations entre les deux, c'est-à-dire l'Afrique et la Russie. C'était des relations, c'était même des non-relations. Notre ami Thior vient de parler des cadres formés en Union soviétique. Les gens, au bas mot, les gens pensent qu'il y a 1,5 million de personnes, un capital humain appréciable, qui ont été formées. Mais quand on le compare aux autres formés dans les pays occidentaux, c'est 2 fois rien. Mais cependant,
c'est un marquage assez régulier, un marquage qui se répète, un marquage très pragmatique. Je ne citerai pas de nom, mais pratiquement tous nos cadres qui sont sortis de l'Union soviétique ont été des cadres qui, dans la pratique, ont quand même fait un travail remarquable. Et ont laissé des empreintes durables, que ce soit dans l'électricité, dans les mines, que ce soit même dans les airs. Pourquoi? Parce que beaucoup ont été formés à être pilotes, à être météo. Donc, cette marque est une marque indélébile. Il faut considérer ce capital humain-là qui est venu de la Russie vers l'Afrique, qui a essaimé, sans atteindre le niveau et la prégnance de ce qui nous forme les autres pays, mais qui a quand même des marques indélébiles et des sillons profonds et réguliers et larges. On peut aussi parler même de l'appui déterminant apporté par Moscou au mouvement de libération du continent africain et à sa décolonisation complète. Non, ça c'est plus qu'exact. La Russie a joué une partition de taille. Pourquoi? Parce que les non-alignés déjà faisaient un appel du pied ou carrément s'adressaient directement à la Russie, directement à l'URSS. L'autre, ce n'est pas un appel du pied, c'est la Russie qui est venue plonger dans le système et qui a laissé des germes. Ça s'est vu avec les pays IGC, ça s'est vu au Mozambique, ça s'est vu même en Afrique du Sud. Ça s'est vu, ça se voit maintenant un peu au Rwanda. Et ça s'est vu en Asie d'une façon claire et nette. Ce qui fait que la Russie a eu constamment des points de chute, qui ne sont pas des points de chute trop visibles, mais quand même marquants. Le cas du Mali, le cas de la Guinée, qui sont nos voisins immédiats, avec lesquels on n'a jamais eu de problème d'idéologie, réellement, mais avec lesquels nous avons eu des différences d'appréciation de ce qui est stratégie, planification, paix et sécurité, sans aller aux armes avec eux. Ni avec la Guinée, pas de contentieux, ni avec le Mali, pas de contentieux. Quand bien même il y a le cas de l'indépendance du Sénégal. Et l'indépendance en fait du Sénégal, l'indépendance du Mali. Donc il n'y a pas eu d'enjeu négatif ou bien par rapport dans nos relations. Il y a eu coopération, partenariat, ou multilatéralisme, ou bilatéralisme, ou alors un bol commun que les gens partagent et qui nous a permis de la stabilité dans ces régions ouest-africaines tout en ayant la main de la Russie à l'intérieur. Un seul élément nouveau, quand les gens ont parlé il y a juste 3, 4, 5 mois, 10 mois, 1 an, du doigt que la Russie a pointé vers la RCA. Ça, nous allons y revenir. Merci beaucoup. Alors, vous souhaitez ajouter quelque chose? À la forte présence des chefs d'État et de gouvernement, oui, il y a par exemple le fait que aussi, comme il a juste procès, la Russie, contrairement aux Occidentaux, ne pose pas de conditions pour vous aider. Et ça, on connaît un peu beaucoup de nos chefs d'État qui n'aiment pas qu'on leur dise que oui, au modèle démocratique, il faut mettre en avant les critères, les critères démocratiques de manière générale. Pour fournir de l'aide. Donc ce qui fait que bon, c'est une aubaine, parce que la Russie c'est comme la Chine. Donc quand vous faites de l'aide, comme les Chinois, ils donnent l'argent, certes. C'est eux qui viennent construire, mais ils ne vous posent pas de conditionnalité en termes d'avancée démocratique et autres. Et ça, c'est une aubaine pour beaucoup de nos chefs d'État. Déjà, les gens se posent la question, pourquoi ce regain d'intérêt de Moscou pour l'Afrique? Vous avez dit que ça vient au moment opportun. Pourquoi ce moment est-il aussi opportun que ça? Et quel avantage pourrait tirer l'Afrique d'une telle collaboration avec la Russie? Mais le moment est opportun parce que regardez le cheminement de la Russie depuis que Vladimir Poutine est à la tête de ce pays-là. Aujourd'hui, en termes de production, par exemple, des hydrocarbures, Gazprom est un géant. Moi, des fois, je m'amuse quand je regarde. Les Occidentaux critiquent beaucoup l'Occident. Mais quand vous regardez en termes de sport, la plus prestigieuse des compétitions européennes, la Champions League, est sponsorisée par Gazprom. Ils ne refusent pas l'argent des Russes, même en termes, par exemple, sur ce côté-là. Et Gazprom fournit beaucoup d'hydrocarbures en termes de gaz à beaucoup de pays européens. Donc, la Russie est revenue de loin. Aujourd'hui,
le pays est quand même quelque peu florissant. Et bon, à l'intérieur du pays, il y a une création de richesses. La vie des populations s'est beaucoup améliorée. Donc aujourd'hui, Vladimir Poutine se sent vraiment en mesure d'aller à la reconquête de l'Afrique, parce que au-delà de ces hydrocarbures-là, le nucléaire, et là, moi, je suis un peu réservé, parce qu'aujourd'hui, quand même, venir nous fournir l'énergie nucléaire, c'est très risqué, parce qu'au moment où beaucoup de pays même laissent cette énergie-là pour adopter ce qu'on appelle les énergies renouvelables, le cas du Sénégal, on fait du mix énergétique. Il faut encourager les pays à y aller. Donc je pense que de ce côté-là, quand même, je suis très réservé quant à peut-être faire appel à la Russie pour développer l'énergie nucléaire, parce qu'il y a beaucoup de risques. L'exemple de Fukushima au Japon, depuis 2011 jusqu'à présent, avec les conséquences que l'on sait. Donc ça, c'est les hydrocarbures en termes de gaz et de pétrole, et la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez la zone sahélienne, le Sénégal est épargné jusque-là, et on croise les doigts, mais quand vous regardez tous nos pays voisins, j'ai même entendu le président du Burkina demander carrément l'aide de Vladimir Poutine de la Russie pour venir à bout du péril terroriste, comme il l'appelle. Donc ça veut dire que bon, les offres concrètes sont là venant de la Russie, et à chaque pays de voir un peu ce qu'il a à prendre en termes de tirer son épingle du jeu. Absolument. Alors, colonel, sur le plan diplomatique, déjà, on va parler un peu des accords de coopération militaire ou technique avec les Russes sur le continent africain. Bon, les accords de coopération, en fait, comme on en a parlé depuis le départ, il y a une aide appréciable de la Russie, de l'URSS au moment de libération et aux non-alignés. Hormis ces cas, cette coopération, elle bégaye, elle est toute nouvelle. C'est tellement vrai que cette coopération a été puisée dans les pays autour de l'Union soviétique, à savoir un peu l'Ukraine, par des moyens air, autour d'autres pays, par des moyens mer, marine, et avec l'URSS, avec des moyens terre. Pourquoi? Parce que l'URSS aussi a fait, l'URSS est un pays sur lequel il est facile de compter dès qu'on parle de tanks, dès qu'on parle de combat et de combat sur le terrain. Ils ont des moyens lourds, des moyens extrêmement lourds et une puissance de feu assez quand même solide, surtout pour ce qui est des tanks, des chars de combat. Et des fusils d'assaut, tout le monde connaît les Kalachnikov et leurs effets. Mais ça ne veut pas dire aussi que cette coopération-là a été acceptée par tous les pays africains. Ils ont hésité à offrir aux pays africains. Les pays africains aussi ont pris le temps, ont pris leur temps et ont réfléchi avant de les appeler. Un élément central, c'est quoi? C'est peut-être aussi quand on regarde réellement, on en est au balbutiement et aux négociations. Et il semble que ce sommet, c'est vrai, n'accouchera pas d'une souris. Mais aucun accord n'a été signé pour l'heure. Mais ce ne sera pas une souris. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de penser au mécanisme. Par quel mécanisme peut-on travailler avec les Africains sans gêner? Et la France qui restera là, qui est là. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément central, c'est quoi? Tout le monde a sa place au soleil. Mais seulement, tout le monde n'a pas sa place à la Lune. Quelle bonne stratégie adopter? Pour aller à la Lune, il faut avoir des moyens. Des moyens impressionnants, solides. Et en plus, vous savez, ce qui s'est fait, c'est un attelage impressionnant. Mais le problème c'est l'articulation. Comment faire à ce que le lien soit maintenu entre les pays africains et la Russie? C'est l'articulation qui va poser problème. Il est bon que les gens travaillent sur les mécanismes, voir un peu comment y faire, tout en gardant le multilatéralisme qu'ils avaient et le bilatéralisme qu'ils avaient auparavant, sans que l'un ne gêne l'autre. C'est un apport de moyens. C'est vrai que la fusion est pratiquement impossible, mais il est possible, il est réellement possible de pouvoir juguler ces divergences. Pourquoi? Par les divergences, elles sont faites pour être réglées. Vous êtes d'accord avec le colonel? Rien de concret n'a été signé parce que la Russie voulait quelque part écouter les pays africains.
et sonder un peu, voir les besoins des uns et des autres. Et qui ont fortement répondu présent à l'invitation, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas indifférents. Absolument, absolument. Vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, un de ces ministres qui était dans la délégation disait qu'aujourd'hui, ils aimeraient, avec le problème qu'ils ont avec le café et le cacao, pouvoir écouler ça en Russie. Donc chacun y va un peu de ses priorités. Et c'est pourquoi je pense que avec le pragmatisme de Poutine, c'était une façon de les écouter et de voir un peu comment certainement arrêter des stratégies de coopération et de partenariat dans un futur peut-être pas très lointain. Tout à l'heure, vous avez évoqué le cas du Burkina Faso qui a sollicité l'aide de la Russie pour lutter contre le terrorisme. Justement, quel rôle pourrait jouer la Russie dans la lutte contre le terrorisme en Afrique et dans la stabilisation des pays africains? Mais la Russie a fait ses preuves en Syrie, hein, quand on a vu pendant au moins 2-3 ans, le régime de Bachar al-Assad n'était pas en mesure de venir à bout. De ceux qui s'étaient rebellés pour prendre son pouvoir. Mais depuis l'arrivée de la Russie, on a vu pratiquement les troupes syriennes, les forces armées syriennes ont repris tout le territoire. S'ils appliquent la même formule, je sais que bon, quand vous prenez un pays comme le Burkina et la Centrafrique, en termes d'étendue géographique, peut-être on ne peut pas parler d'immensité géographique. Donc je sais que les Russes, mon colonel est beaucoup plus placé que moi pour le dire. En termes de stratégie militaire, ce n'est pas aux Russes qu'on va apprendre ça. Et ils ont les moyens de leur politique parce qu'en termes d'armement, ils parlaient de la fameuse Kalachnikov qui est bien de Russie et qui est connue mondialement. Donc, et d'autres outils militaires, armements militaires qui font des ravages dans le monde, que ce soit les différentes armées terre, air, mer. Donc la Russie vraiment a de quoi faire peur. Alors, je vous retourne la question rapidement avant de boucler cette première partie. Colonel, vous qui êtes spécialiste en questions sécuritaires, quel rôle pourrait jouer la Russie dans la lutte contre le terrorisme en Afrique et justement apporter sa partition pour une stabilité des pays africains? Donc, un rôle réel, un rôle très ouvert, parce qu'il faut remarquer que la Russie, d'une façon globale, dans sa façon de faire, dans ses opérations, dans sa passé, a une agilité qui est méconnue de nous qui avons été formés à l'occidental. Effectivement, nous devinons la force impressionnante qu'ils ont, nous devinons l'agilité. Mais ce qui est vrai, c'est qu'ils l'ont. À preuve, sur tous les terrains où ils sont présentés, c'est vrai, on n'a jamais eu, le bilan n'a jamais été clair du point de vue humain, du point de vue mécanique, du point de vue logistique. Mais ce qui est certain, c'est que sur tous les terrains où ils ont à se présenter, il y a eu maille à partir, c'est vrai, mais les crises ont été passées de crise majeure à crise mineure. Et si le Burkina Faso aussi juge opportun de faire appel à la Russie, l'intervention russe ne générera en aucun moment les forces qui sont déjà en place. Pourquoi? Parce que les axiomatiques diffèrent, les méthodes diffèrent. Et ce qui compte dans ces opérations, c'est le résultat. C'est quoi? C'est la stabilisation d'une zone. Et la stabilisation d'une zone ne fait jamais avec un seul type de force. Les forces spéciales ont quelque chose de commun que d'avoir le même type de formation. C'est la projection souvent et l'outillage qui diffèrent. Mais l'état d'esprit, le mindset, c'est un peu partout la même chose. Et on l'a vu, de plus en plus de sociétés militaires privées russes qui travaillent en Afrique. Est-ce une manière de s'intégrer petit à petit pour montrer à peu près l'expertise russe? Oui et non. Les sociétés militaires, c'est vrai, ont quelque chose de particulier. Elles viennent de naître dans notre zone. Et ce n'est pas tous les gouvernements qui accepteront que ces unités dont il faut clarifier le statut, le régime, le mode opératoire, s'installer dans un pays. C'est vrai qu'il y a des essais, mais il y a des risques. Ce qui est certain, c'est que les pays occidentaux, en fait, les pays
comme le Sénégal, qui ont une tradition occidentale, testeront le système pendant longtemps avant de s'y engager. Certains pays, je vais aller directement au but, comme le Mali, peuvent ne pas hésiter. Pourquoi? Parce que le Mali a longtemps vécu sous influence, a longtemps vécu avec, pas sous influence, mais avec la Russie. Ils connaissent un peu, ils connaissent quand même à peu près bien quelles sont les limites en deçà desquelles leur fragilité va être exposée. En deçà de laquelle ils gardent leur stabilité, leur confort et leur façon de vivre. Alors, nous allons marquer un point sur ça et revenir là-dessus dans la seconde partie. Voilà, nous sommes dans la seconde partie du débrief et tout à l'heure, on parlait du rôle que pourrait jouer la Russie dans la lutte contre le terrorisme en Afrique et la stabilisation des pays africains et notamment de plus en plus de sociétés militaires privées russes qui travaillent en Afrique. N'est-ce pas, mon colonel? Exact. Le terrorisme a gagné une bonne partie de l'Ouest africain et a essaimé dans le monde. C'est vrai que les formes de lutte contre le terrorisme sont absolument différentes et sont très variées les unes des autres selon l'histoire, la géographie et le terrain qui commande les manœuvres, qui commande la manœuvre. Pour ce qui est du terrorisme en Afrique, il est singulièrement installé en Afrique de l'Ouest, réellement. En Afrique de l'Est, avec la zone du Kenya, vers Mombasa. Mais pour ce qui est de notre zone, à nous, qui est la zone d'influence, autour du G5 Sahel, autour de la CEDEAO, la forme de lutte doit être adaptée à une forme de lutte dans le désert, dans une zone semi-aride. Ce qui est certain, c'est que la Russie a dû se préparer, étudier, planifier, voir quel type d'action peut-on poser sur le terrain et comment les poser sur le terrain. Parce qu'à l'analyse, c'est très simple. La planification stratégique permet à tout un chacun de se préparer à un type de crise. Que le type de crise soit majeur ou mineur. Mais ce à quoi feront face les Russes s'ils viennent en Afrique, réellement, c'est ce terrorisme qui, en fait, est en train d'essaimer dans les pays du G5 Sahel, à savoir, et même le bassin du Tchad, à savoir ce qui se passe au Tchad, au Niger, ce qui se passe au Burkina Faso, ce qui se passe au Mali. Et ce qui pourrait se passer aussi en Mauritanie, parce qu'ils sont dans le même bol géographique. La même idéologie de combat contre le terrorisme et la même idéologie de lutte contre le terrorisme. Parce que là, on fera la différence entre le combat contre le terrorisme et la lutte. Et même notamment les groupes armés, je ne vous coupe pas. Tout à l'heure, Monsieur Thior, vous avez parlé de la Centrafrique. Justement, on a vu sa double offensive sur les terrains sécuritaires et miniers en Centrafrique. Non, la Russie est déjà présente là-bas parce qu'ils ont des conseillers militaires. D'ailleurs, au départ, les gens le niaient, mais ça s'est avéré. Et aujourd'hui, tout le monde sait que les conseillers militaires sont en train d'aider le régime du président centrafricain. J'ai d'ailleurs vu un tête-à-tête entre le président centrafricain et Faustin Archange Touadéra et l'autre est Vladimir Poutine. Et il parlait réellement de comment carrément aller au-delà de ces conseils militaires. Parce qu'aussi, vous savez, la Centrafrique, la paix est fragile, mais par rapport aux sociétés militaires, la Russie, ça va être un des points clés. Donc, de la présence du retour. Parce qu'il sait que le besoin est là, surtout, comme le disait mon colonel, en Afrique de l'Ouest. Le terrorisme n'est plus résiduel dans des pays comme le Burkina, un peu dans le Sahel, le Mali, nos voisins maliens. C'est un problème réel. Je pense que c'est pourquoi ces chefs d'État-là et ces pays-là vont à côté de la France, qui a pendant 5 ans depuis qu'ils sont là-bas à travers Barkhane et un peu le G5 Sahel dont le fonctionnement quand même laisse à désirer. Donc, une présence militaire russe
ne serait pas de trop parce que, en termes de stratégie militaire, il faut encore le reconnaître, les Russes sont très futés. C'est vrai qu'ils s'appuieront certainement sur certains pays pour marquer leur présence ici en Afrique. Mais que pourront-ils apporter de plus que les autres? Mais ce qu'ils pourront apporter de plus que les autres, c'est en termes de stratégie. C'est de fins stratèges, les Russes. Quand vous prenez le plan sécuritaire, ils ne vont pas s'encombrer de voir que peut-être en mettant en place telle stratégie, peut-être ça ne va pas dans le sens peut-être de nos intérêts. Donc les Russes sont plus pratiques que théorie. Oui, ça il faut le reconnaître. Ils sont plus pratiques que nos colonisateurs français. De ce côté-là, eux, ils sont trop regardants sur pas mal de choses, alors que les Russes, ils sont très pragmatiques. Peut-être aussi c'est une manière de ne pas trop ingérer dans les affaires de la cité. Non, ça je le dis, dès l'instant où il ne pose même pas de conditionnalité. Et Vladimir Poutine lui-même l'a dit, il a dit aux Africains, venez, on va nouer un partenariat sans condition, parce qu'il dit que ce qui a appauvri l'Afrique, c'est les conditions que les Occidentaux ont toujours posées pour aider l'Afrique. Mais on le dit assez souvent, un État n'a pas d'amis, il n'y a que des intérêts communs. Absolument, mais tu dis, quelque part, il n'a pas tort. Quand on voit depuis les indépendances, beaucoup de pays ont 60 ans, donc l'aide, certes, nos chefs d'État et de gouvernement ne sont pas exempts de reproches quant à la finalité de l'aide et là où ils ont mis l'argent. Mais il faut dire que oui, il a raison de dire que des fois il y a des conditionnalités qui ne vont pas dans le bon sens d'aider réellement l'Afrique à sortir de la pauvreté. Alors, mon colonel, que pensez-vous déjà? Que pourrait-il apporter? Que pourrait-elle plutôt la Russie apporter de plus que les autres qui sont déjà présentes en Afrique? Un peu plus simplement. Pourquoi? Parce que moi, j'ai toujours pensé à cet effet articulation, à l'effet coordination. Les stratégies sont plus ou moins les mêmes, mais dans la pratique, il se révèle que ils ne sont jamais au même niveau de préparation, ni au même niveau de collaboration. La barrière de la langue n'y fait rien. Mais il faut remarquer aussi que dans le système russe, les actions ont ce qu'on appelle de la rudesse. Et les actions sont pratiquement toutes frontales. Pourquoi? Parce qu'en fait, le système occidental est un système beaucoup plus réfléchi. Un système qui s'adosse sur un peu, disons, ce qui est social, ce qui est droit de l'homme. Mais ça ne veut pas dire aussi que les Russes ne font pas attention à ce système. Mais c'est que leurs méthodes de toujours ont été des méthodes assez rudes, assez frontales, qui font qu'en général, leurs actions sont dissuasives. Alors que la méthode occidentale, elle est persuasive. Ça, il faut faire effectivement la différence entre les deux. Et l'autre élément est quoi? C'est l'échelonnement des forces. Dans nos pays, même le Canada, même s'il est loin, il est déjà pris en compte dans nos systèmes de pensée. Aussi bien militaire que civil, mais militaire ou civil d'ailleurs. Quand on prend les actions que peuvent, c'est-à-dire que le soutien que peuvent nous prêter les pays latino-américains, nous sommes plus ou moins habitués. Pourquoi? Parce que nous avons des pays lusophones. Nous avons la colonisation espagnole. Mais pour ce qui est de la Russie n'a pratiquement pas eu de bastion en Afrique. Aucun bastion russe en Afrique. La Russie l'URSS a eu des points d'ancrage très très limités qui ont aidé des mouvements de libération à accélérer la cadence, comme on dit, mais sans avoir terminé totalement l'appui militaire qu'il devait à ces pays. Mais ce manque de bastions, comme vous le dites, pourrait-il faciliter son intégration en Afrique? Ça va retarder son intégration. À preuve, quand vous regardez dans la conclusion de Sochi, il a été plus ou moins dit que c'est tous les 3 ans, certainement tous les 3 ans.
ils ont avancé un système de mécanismes de dialogue surtout qui leur permet d'orienter les actions et de coordonner. Autre élément, ils ont visé un trio de pays qui sont la présidence tournante de l'Union africaine pourrait aider et serait une croix de transmission. Donc la Russie essaie de prendre le temps. Il faut arriver, ils sont arrivés, mais ils prendront tout le temps pour s'installer. Et ça ne se fera pas en 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Il faut pratiquement attendre la préparation du prochain sommet d'il y a de 3 ans. Et où se passera-t-il ce sommet? Ce sera en Russie, dans un des pays africains. Quel est ce pays qui sera choisi? L'autre élément, c'est que aussi l'ONU ne néglige pas aussi, les pays africains, en fait, néglige pas un peu l'apport que la Russie peut leur offrir. Sous quel système? Le système des Nations Unies. Nous avons les 5 majeurs. Nous avons le Conseil de sécurité. Et souvent que le veto importe ou n'importe pas. Mais quoi qu'il en soit, le veto est un épouvantail. Et là, vous avez anticipé sur ce que je voulais dire. À l'exemple de la Chine, la Russie veut justement nouer des alliances avec les pays africains au sein de l'organisation onusienne pour peser davantage sur les nominations, sur les décisions et sur les votes. Qu'en pensez-vous déjà? Bon, c'est exact. Ce n'est pas autour de la Chine ou autour de la Russie. Mais c'est l'exemple de la Chine, je veux dire. C'est autour de tout le monde d'être présent en Afrique. On nous parle du milliard de capital humain que recèle l'Afrique. On nous parle de toute cette masse de minéraux que détient l'Afrique. Mais ces minéraux-là, les a-t-on quantifiés? Est-ce que ce rush vaut vraiment... Est-ce que le rush vaut le rush ou non? C'est pourquoi moi, dans mon esprit, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai dit, ben, les Russes, ils arrivent, ils sont déjà là. Mais ils prendront tout le temps que qu'il faudra pour s'installer et durablement et d'une façon intéressante pour eux, d'une façon positive pour les pays africains. Parce qu'au moindre écart, les pays africains retournent au bercail américain, au bercail occidental. Parce que depuis pratiquement toujours, ce schéma a été observé. Donc, il faudra à la Russie de prendre le temps, les moyens, l'espace et surtout d'installer la confiance qui a souvent manqué lors des différents partenariats, lors des différentes formes de coopération. Alors, M. Thior, de leur côté aussi, plusieurs dirigeants africains ont posé leurs conditions à cet éventuel rapprochement avec Moscou, que la Russie les soutienne dans leur ambition d'obtenir un poste de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce possible? Oui, ils ont raison, ces pays-là. Vous voyez le Conseil de sécurité des Nations Unies. Les Nations Unies n'ont jamais été autant un machin, comme le disait le général de Gaulle, parce que avec un peu cette rivalité, même si c'est en sourdine, entre ce qu'on appelait à l'époque le bloc Est-Ouest, ça conduit à l'ONU. Vous voyez, les différentes résolutions, quand on votait une résolution, c'est souvent les Chinois et les Russes qui se liguent contre les 3 autres occidentaux, et tout de suite la résolution est bloquée. Donc aujourd'hui, les gens qui appellent à la réforme du Conseil de sécurité ont raison, pour que ça y ait plus de démocratie. Mais en attendant que ça se fasse, ces pays-là ont raison parce qu'ils savent que rien ne peut se faire au Conseil de sécurité sans la Russie. Parce que, bon, avec une seule voix, ils arrivent à bloquer, que ce soit la Russie ou la Chine. Il vaut mieux se lier d'amitié pour mieux poser davantage. Mais là, bon, il y a aussi le fait que nos pays, quand même, ont un partenariat privilégié avec les Occidentaux. Comment ils vont faire? Est-ce que concilier un peu ces antagonismes-là, c'est un casse-tête diplomatique. Mais je pense que comme beaucoup de pays, comme le Sénégal, ont des diplomates rodés, ils sauront comment on peut contourner
s'était créé. Alors, colonel, avant d'en venir à au dernier thème plutôt de cette émission, qui est le plan économique qu'on va un peu brosser, j'aimerais bien qu'on revienne sur l'accord sur le nucléaire civil entre l'Éthiopie et Moscou. Et on l'a vu, la Russie qui veut aussi investir dans le nucléaire au Rwanda. Pourquoi selon vous? Vous savez, quelquefois, c'est ce qu'on appelle le mal-calcul ou le non-calcul. C'est vrai que le nucléaire flotte à la tête de tout le monde. Mais quand on y regarde de près, notre ami Thior vient d'en parler, ce qui s'était passé au Japon, de mémoire d'homme, ça ne sera jamais oublié. Mais il y a eu Tchernobyl, que les Russes eux-mêmes n'ont pas réussi à maîtriser. À ce jour, très peu d'informations ont circulé sur l'affaire Tchernobyl. Depuis 1986, c'est ça. Vous voyez, bientôt 30 et quelques ans, et rien n'a pratiquement circulé. Donc, il faudrait qu'on soit extrêmement circonspect par rapport à cette coopération sur le nucléaire. La coopération, c'est une coopération qui devrait être plutôt une coopération stabilisante sur quelque matière que ce soit. Là, je ne dirais pas que bon, cette coopération est stabilisante par rapport quand on prend le Niger et l'uranium, mais au moins, on arrive à savoir de quoi... Parce que le nucléaire, au concret, ça fait peur. À l'abstrait, ça fait plus encore peur. C'est un problème d'atomes. Et quand on prend tous ces mots, quelque chose de commun, qui est un danger potentiel imminent et un danger qui est profond et qui est large. Donc souvent quand j'entends certains, pas les petits pays, des pays qui sont en voie de développement, en faire cas, je me dis il faut qu'on soit potentiellement, il faut être extrêmement prudent pour en parler. Mais si on prend le cas du Rwanda, l'objectif quand même principal du projet reste le transfert de compétences à travers, entre autres, la formation du personnel rwandais à l'industrie nucléaire. Oui, mais là, il faut... Ça dit qu'à la base, il y a ce qu'on appelle... il y a l'information. La formation et l'éducation. Est-ce que ces pays sont en accord? Ces pays sont aptes, c'est le mot que j'emploie, sont-ils aptes à concilier et l'information, et la formation, et l'éducation? Ces pays sont en voie d'y arriver, mais ces pays ne sont peut-être pas encore capables d'aller à ce niveau de l'économie énergétique, ou de l'économie, même sur le plan, l'économie guerrière. Donc sans la maîtrise, cela suscite le danger. Ah, il faut une maîtrise absolue et des concepts. Et des concepts, et de la pensée, et de l'esprit, et de la matière. Si on n'a pas ces éléments-là, a priori, quand on s'y engage, on risque de s'y engager de façon plus ou moins aveugle. Plus ou moins aveugle. Ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon, qui produit un effet relativement dangereux. Et c'est la témibilité qui s'installe, et l'instabilité, l'instabilité, et durablement, peut se répandre un peu partout. En fait, c'est l'imprévisibilité avec l'énergie nucléaire. Le cas de Fukushima, c'est un tsunami. Donc, parce qu'on sait que les Japonais, quand même, on peut leur reconnaître leur discipline à outrance, mais c'est quelque chose qu'ils n'ont pas vu venir. Tchernobyl, on peut dire que peut-être il y avait des signes avant-coureurs. Et quand vous voyez pourquoi la France est en train de fermer ses sites nucléaires, parce qu'ils se rendent compte que même en termes de dépenses pour les entretenir, mais c'est à la limite du gaspillage. Les coûts sont exorbitants. Donc je pense que, comme le disait mon colonel, beaucoup de pays quand même vont y réfléchir à deux fois. Et au moment où l'Afrique a quand même la particularité d'être un continent ensoleillé, où presque on a plus de 300 jours par an de soleil, cette immensité, cette énergie qui provient du solaire, parce qu'on peut bien l'exploiter et en tirer davantage profit. Et il y a aussi que le nucléaire est une énergie qui est assez polluante. Et ça aussi, il faut... Le colonel l'a dit tout à l'heure, il s'agit d'aptitude. Le continent africain est-il préparé déjà? Non, là, ils se sont engagés
à former les armées africaines. Et je pense que dans le cadre de cette formation-là, ils vont intégrer ces paramètres parce qu'ils savent que bon, il faudra vraiment roder les ressources humaines qui seront chargées de surveiller l'exploitation de cette forme d'énergie. Mais je le dis encore une fois, bon, je pense que les priorités sont ailleurs, quoi. Si on veut, en termes de coopération, le nucléaire vraiment doit être peut-être la dernière des priorités. Parce que, bon, je pense qu'en termes d'éducation, quand vous lisez ce qui est les points clés qu'ils ont ébauchés, ils ont dit même en termes d'éducation, ils vont construire des centres de formation dans l'agriculture et tout ça. C'est un accord qui porte sur la construction d'un centre de recherche sur la technologie nucléaire au Rwanda. Je pense que dans beaucoup de pays, bon, ils profiteront mieux d'un centre de formation agricole que d'un site nucléaire. Ça, et mon colonel, bon, pour fermer un peu cette parenthèse, la Russie aussi qui s'intéresse à un autre pays qui est la RDC. Elle entend plutôt renforcer ses liens avec ce pays-là. Pourquoi selon vous? La RDC est presque un continent. À preuve, l'ONU a projeté des forces qu'elle n'a projetées nulle part ailleurs qu'en Bosnie, quand bien on peut comparer la Bosnie du point de vue espace territoire et la RDC. Mais comme aussi le Congo a fait la RDC, les opérations qui s'y passent sont de grosses envergures, un terrain hyper vaste. L'ONU y a mis tellement de monde qu'en fait on sent que... Ça dit que l'ONU ne mettra jamais autant de monde qu'il a mis en RDC. Mais ce qui pose problème en RDC, c'est le flottement des esprits. Sur qui s'appuyer? Qui au singulier? Sur qui au pluriel s'appuyer? Quel type d'entente que les Congolais, entre les Congolais, parce que Congolais RDC, ont entre eux? Faut-il qu'ils s'entendent d'abord? Faut-il qu'ils essaient d'essaimer autour d'eux-mêmes, en ayant le Congo-Brazza avec eux, en ayant les Rwandais avec eux, en ayant le Burundi avec eux, en ayant au nord l'Ouganda avec eux. Donc disons que c'est le point focal. C'est un point focal. Et ce qui se passe est extrêmement lourd et difficile du point de vue diplomatique, du point de vue militaire, du point de vue maintien de la paix. L'ONU bute sur des difficultés, mais l'ONU ne peut pas faillir parce que l'ONU quand même travaille d'une façon assez diligente. Mais ce qui est certain, c'est que la RDC est un cas particulier, comme le Zaïre le fut dans le temps. Il restera très longtemps un cas particulier, et pour les Nations Unies, et pour tout pays qui veut aider la RDC. Et pour les Africains eux-mêmes. Et pour les Africains eux-mêmes, parce qu'on prêtait à Kabila une durée de vie de 3 à 4 ans. Kabila a tenu sur la dizaine d'années. Et qu'est-ce qu'il a remplacé? Et ce qui est frappant aussi, les gens ne font pas attention à la RDC. La RDC est un continent. Vous prenez un Boeing à Kinshasa pour aller de l'autre côté, pratiquement à Goma, vous faites 3 heures de vol. Pratiquement. Comme si on quittait d'un pays, au Sénégal, vous décollez, d'un autre pays. Vous décollez, vous sortez du Sénégal. Sans tenir compte d'une seule chose, c'est qu'au Zaïre, il n'y a pas de jonction entre les populations. C'est des forêts denses. Pratiquement pas de route. Ils sont éparpillés, quoi. Toute la communication, elle est aérienne. Ce qui fait que donc, pratiquement, les gens n'ont pas de vis-à-vis. Et actuellement, l'ONU travaille, l'UN et les forces qui sont là-bas, travaillent à faire à ce que ces particules de peuple essaient d'être ensemble. Par la vision, par l'action et par la doctrine. L'unité de lieu peut poser problème parce que la RDC est une masse. C'est pratiquement un continent. Il faut y revenir encore. C'est ça la difficulté qui fait que la RDC fait exemple et ne fait pas exemple et a du mal à se stabiliser. Même si les Russes visent la RDC, c'est compréhensif. Parce que vous savez, la RDC, c'est un pays pauvre, mais assis sur une mine d'or, au sens propre comme au sens figuré. Et aujourd'hui, on sait que ces ressources sont immenses
et ne rapporte rien à ce pays-là. Croisons les doigts si les Russes sont bien intentionnés, parce que jusque-là, ce qu'on voit en termes d'exploitation, ce pays-là devait être un pays très riche. Parce que quand on voit les ressources, et les différentes ressources, or, d'autres minerais, et cette immensité aussi géographique, en termes de forêts hautes, tout ça, c'est des richesses qui ne sont pas bien exploitées, parce que le pays manque d'un leadership à même d'impulser le développement de la RDC. Et là, nous sommes à moins de 2 minutes de la fin de cette émission, mais j'aimerais bien qu'on aborde un peu le sujet, le plan économique. Parce que la Russie, l'idée est de savoir si elle a des compétences requises pour le développement de l'Afrique et aussi pourra-t-elle rattraper le temps perdu et s'imposer sur le marché africain, parce qu'on le sait, c'est avec l'Afrique du Nord que la Russie entretient les échanges commerciaux les plus importants, en tête l'Égypte et l'Algérie. Et grâce à ces deux pays, la Russie est le premier exportateur d'armes vers le continent. Oui, la Russie est tellement consciente de cela que l'ambition clairement affichée, c'est de doubler. En termes financièrement parlant, les échanges commerciaux. Donc, parce qu'il sait que comparé à la Chine, il n'y a pas de match. Même comparé à un pays comme la France, pris individuellement les pays occidentaux, il n'y a pas de match. Donc, ils sont conscients qu'il faudra faire beaucoup d'efforts et faire en sorte que, que les ambitions affichées par les Russes soient à la hauteur des autres pays, parce que nous sommes dans un monde de concurrence. Alors, mon colonel, rapidement, en 20 secondes seulement, si la Russie pourra rattraper le temps perdu pour s'imposer sur le marché? Non, pour aller à l'économie, il faut dessus que la Russie fasse un effort visible et positif sur ce qui est sécuritaire. Si les pays africains ne regarderont pas seulement l'économie, ils diront, écoutez, sous quelle forme notre sécurité va se renforcer. Pourquoi va-t-elle se renforcer? Pourquoi va se renforcer? Pour pouvoir dire oui, en fait, au soutien de la Russie sur le plan économique. Il y aura effectivement une espèce de, pas d'hésitation, mais pas un calcul non plus, mais une étude qui permettra de dire et l'économie oui, et la sécurité aussi. Bon, donc on n'a qu'à espérer que ce partenariat soit gagnant-gagnant entre la Russie et l'Afrique. Voilà. C'est ce que tout le monde dit, gagnant-gagnant. Et ainsi se referme ce débrief. Merci en tout cas de l'avoir suivi. Un grand merci à nos invités, M. Thior et Colonel Pouy. Un grand merci également à la partie technique et rédactionnelle. Rendez-vous pour un autre débrief, toujours sur Médian TV Afrique.